Allez, 7h16 du matin, le 27 juillet 2003, dans un hôtel de Vilnius, un homme compose enfin le numéro des urgences, mais il est déjà trop tard. Dans la chambre 302, une femme agonise depuis plus de 7 heures. Son visage est méconnaissable. Son cerveau se noie dans son propre sang. Et pendant tout ce temps, 2 hommes l'ont regardé mourir, sans appeler les secours. Cette femme, c'est Marie Trintignant, 41 ans, star du cinéma français, fille de légende. L'homme qui l'a frappé, Bertrand Cantat, la voix de toute une génération, leader du groupe le plus mythique du rock français, Noir Désir. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bien au-delà d'un simple fait divers, car 20 ans plus tard, Netflix vient de rouvrir cette affaire, et ce qu'on y découvre est absolument glaçant. Amis, avant de continuer avec ce crime qui a bouleversé toute la France, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de commenter ci-dessous d'où vous écoutez ce documentaire, et activer les notifications, car cette histoire renferme des secrets que Netflix vient tout juste de révéler et que personne n'aurait pu imaginer. Maintenant, accrochez-vous bien. Vous voyez ce petit territoire coincé entre la Pologne et la Lettonie? C'est la Lituanie, un pays de culture balte abritant un peu moins de 3 millions d'habitants. Malgré son statut de petite nation, elle a formé l'une des plus grandes puissances européennes pendant le Moyen-Âge. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire. Quoique, car au début des années 2000, un drame sans précédent va se jouer dans la capitale de ce pays et marquer à tout jamais l'esprit de milliers de personnes. Un plateau de tournage, la princesse du cinéma français, la star du groupe de rock français le plus populaire de l'époque, un meurtre d'une violence inouïe et une enquête relancée 20 ans plus tard grâce à Netflix. Voici les ingrédients qui composent cette affaire terriblement sombre. Alors, accrochez-vous, parce que ça va être intense. Salut, c'est le Cogitaire. Bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle qui a vraiment fait du bruit en France et pour cause, elle implique une star de la chanson, comme vous l'avez deviné. Rapidement, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, comme ça vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Et si vous ne voulez vraiment rien manquer, cliquez sur le lien en description pour le podcast sur Spotify. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça aide énormément. Bertrand Cantat, l'ascension d'une rockstar Bertrand Bruno Lucien Cantat. Un nom qui, ce 5 mars 1964, est encore très loin d'incarner cette voix puissante, rock et habitée, qui fera du chanteur une véritable star 25 ans plus tard. Pour l'heure, le petit Bertrand n'est encore qu'un bambin qui s'accroche au bras de sa mère, Danielle, une jeune institutrice. Son père est un ancien para ayant servi en Indochine et en Algérie. Bertrand est le petit frère de Xavier, d'1 an son aîné, et deviendra grand frère à son tour 6 ans plus tard lorsque la petite Anne viendra au monde. Gentil, respectueux, Bertrand est un fervent de sport, football, squash, tennis, course à pied et même escrime. Une pratique qui lui vaudra d'ailleurs l'obtention d'une médaille de bronze au championnat de France des cadets. Et j'ai vérifié pour être sûr, il n'a pas fait de boxe. À côté de ça, c'est un élève exemplaire à l'école, passionné très tôt par l'écriture et la musique. À l'âge de 13 ans, il commence à s'intéresser particulièrement au rock et à la poésie, dont il dévore des recueils entiers. Mais dès son arrivée au collège, le petit garçon sportif et brillant laisse peu à peu place à un adolescent révolté par le monde qui l'entoure. Il découvre la mode punk et ce rock bruyant et fascinant qui bouscule les codes de l'époque. Sans le savoir, il vient déjà de faire le premier pas sur la route qui le mènera à créer l'un des groupes de rock les plus mythiques et les plus acclamés de son temps, Noir Désir. Mais il n'y a pas qu'à travers la musique que le jeune chanteur aime exprimer son côté borderline. D'après son grand frère Xavier, un jour il lui est même arrivé de sauter du premier étage, juste pour voir ce que ça pouvait faire. En revanche, lorsqu'il s'agit de ses relations avec les autres, le rocker est toujours décrit comme quelqu'un de gentil, doux et presque timide, sauf lorsqu'il s'agit de débattre de faits de société où il entend bien avoir le dernier mot. Depuis son adolescence, cet hypersensible rêve de changer la face du monde, mais pas seulement. Il imagine aussi vivre une passion amoureuse unique et absolue, un peu à l'image de celle qu'il lit dans les livres. Sauf que bien souvent, ces histoires romancées sont loin de refléter la réalité. De fait, Bertrand Cantat est un homme profondément jaloux, souvent déçu sur le plan affectif, et il vit mal ses échecs qui sont si éloignés de son idéal amoureux. À 18 ans à peine, cet écorché vif s'enfonce dans une profonde dépression. À l'époque, il va jusqu'à tenter de se suicider en se tailladant les veines. Mais d'après sa mère Danielle, il s'agissait alors plus d'un appel au secours que d'une réelle volonté d'en finir.
Bertrand se consacre alors entièrement à sa passion pour le rock. Après avoir obtenu son bac avec mention, il commence à écumer les scènes de la région avec son groupe récemment formé. Noir Désir se hisse progressivement au sommet du rock français. Mais dans l'intimité, rien n'est simple pour le rocker torturé. Il dort très peu, se tourne un peu trop souvent vers l'alcool, le cannabis et l'automédication, à base de somnifères et de cachets censés calmer ses angoisses. Au mois de mai 1991, le groupe interrompt même brusquement sa tournée. Le chanteur est à bout, physiquement et mentalement, ce qui le force à prendre une pause de 6 mois. Selon certains articles de presse, il est même question d'un suivi psychiatrique. La rencontre avec Christina. 2 ans plus tard, il rebondit grâce à l'une des rencontres les plus importantes de sa vie, Christina Radi, celle qui deviendra sa future femme. C'est lors d'un festival à Budapest que le leader de Noir Désir et l'étudiante hongroise, passionnée de rock elle aussi, croisent pour la toute première fois leurs regards. Elles parlent 3 langues dont le français, ce qui facilite leurs premiers échanges. Leur relation amicale prend très vite la forme d'une histoire d'amour aux contours lisses et impeccables. Le couple s'installe ensemble, vivant entre Bordeaux, Paris, Budapest et Moustet, dans les Landes. Ils accueillent leur premier enfant, Milo, en 1997. Cette naissance particulièrement joyeuse sera suivie d'un mariage en toute discrétion. En 2002, Christina est à nouveau enceinte. Bertrand Cantat, qui approche la quarantaine, est à présent un homme plus mûr, un père attentif et une rockstar accomplie qui fait figure de modèle pour toute une génération ayant grandi avec lui. Pourtant, dans quelques mois, ce ne sera plus le visage d'une légende de la musique française qui apparaîtra à la télévision, mais celui d'un meurtrier violent et impitoyable. Marie Trintignant, la princesse du cinéma. Cette fois-ci, ce sera une petite fille que Christina et lui décident de prénommer Alice. La naissance est attendue pour le mois de septembre 2002 et réjouit le couple ainsi que Milo, leur petit garçon. Seulement 2 mois avant le terme, dans les coulisses d'un concert donné dans le Vaucluse, le leader du groupe voit entrer une jolie brunette au visage d'ange dans sa loge. Elle est accompagnée d'Anne, la sœur du chanteur, et elle s'appelle Marie Trintignant. L'actrice et le rocker ne s'étaient encore jamais rencontrés. Tous deux impressionnés, ils se saluent comme 2 adolescents un peu trop timides. Ils ne savent encore rien l'un de l'autre. Pourtant, leur destin vient déjà de s'écrire. Marie naît 2 ans avant le chanteur, à Boulogne-Billancourt. Elle débarque dans une famille de comédiens affirmés. Sa mère Nadine en est elle-même issue, et son père Jean-Louis Trintignant est alors un jeune espoir du cinéma français. En tant que premier enfant du couple, elle est traitée en véritable princesse dès ses premiers jours de vie. Elle grandit et s'épanouit dans un univers privilégié et préservé du reste du monde. Quelques années plus tard, Nadine découvre avec enchantement qu'elle est de nouveau enceinte. La petite Pauline vient au monde le 4 janvier 1969 en Italie, comblant les Trintignant d'une immense joie. Malheureusement, cette période de bonheur va s'assombrir beaucoup trop vite. 9 mois après sa naissance, Pauline trouve la mort en s'étouffant avec son biberon. Le décès prématuré de sa petite sœur va profondément traumatiser Marie, alors âgée de 7 ans. Suite à cette tragédie, elle va se murer dans un silence total, et ce jusqu'à l'adolescence. Mais en plus de ça, la fillette devient l'objet de l'attention permanente de ses parents, qui reportent tout cet amour perdu sur leur aîné, au point où ils ne se sentent même pas capables de la réprimander lorsqu'elle fait une bêtise. Terrorisée par l'école, Marie en est retirée très tôt, et ce sont ses parents qui prennent en charge son éducation. Le ciel des Trintignant finit tout de même par s'éclaircir un peu en 1973 avec la naissance d'un 3e enfant, un garçon, Vincent. À cette époque, Marie rêve de venir en aide aux animaux en devenant vétérinaire, mais le cinéma la rattrape vers l'âge de 16 ans lorsque le nouveau compagnon de sa mère lui propose un rôle dans son film. Le rôle en question est un peu à l'opposé de l'image de la princesse amie des animaux que la jeune fille renvoie à son entourage. Elle va devoir incarner une adolescente en mal de vivre qu'on prostitue dans une banlieue sinistre et qui finira par tomber amoureuse d'un psychopathe. Le nom du film, Série Noire. Malgré tout ça, Marie accepte. Et c'est une réussite aussi inattendue qu'éclatante. C'est un véritable déclic pour l'adolescente qui tire un trait sur ses rêves acidulés et décide qu'elle deviendra comédienne. Vient aussi l'heure des premiers amours pour la jeune actrice, notamment avec Richard Kolinka, de qui elle aura son premier fils, Roman. Leur histoire prend fin au bout de 3 ans, au profit d'une nouvelle relation avec l'acteur François Cluzet. Les relations houleuses et compliquées se suivent et se répètent malheureusement au fil des ans. De toutes ces histoires d'amour, Marie Trintignant héritera de 4 fils,
tous de pères différents et de profondes blessures qui lui laisseront un dangereux penchant pour l'alcool et les stupéfiants. Finalement, elle épouse Samuel Benchetrit, un passionné de théâtre de 11 ans, son cadet. En 1997, les jeunes époux partent s'installer dans une grande et belle maison parisienne. Son quatrième et dernier enfant, Jules, naît. Enfin stabilisé, Marie respire le bonheur. D'ailleurs, Roman, son fils aîné, est très proche de son beau-père, avec qui il tisse des liens d'affection solides. C'est à cette époque que Nadine Trintignant envisage l'écriture de Colette, un téléfilm consacré à la vie de Sidonie Gabrielle Colette, une écrivaine française du début du XXe siècle. En parallèle, Marie se consacre aussi au projet de son mari, qui prévoit de réaliser son premier long-métrage, baptisé Janis et John, dans lequel elle devra incarner Janis Joplin. C'est encore un détail à cet instant, mais retenez bien le nom de ce long-métrage, car bientôt la vie de Marie Trintignant va basculer dans l'horreur, et il n'y sera pas étranger. La rencontre fatale. Mais en attendant, la comédienne continue d'enchaîner les tournages et les projets cinéma. C'est comme ça qu'elle se retrouve sur le plateau de Total Kéops en 2002, film dans lequel elle tient encore une fois le rôle principal. Proche de l'équipe de tournage, elle se lie d'amitié avec la première assistante de réalisation, qui n'est autre que la sœur cadette du chanteur star de Noir Désir, Anne Canta. Après avoir écouté le dernier album du groupe, Des visages, des figures, la vedette de cinéma se sent comme envoûtée par la poésie des textes et surtout la voix puissante du rocker. Elle tient absolument à le rencontrer. Voilà comment elle se retrouve face à Bertrand Cantat, ce 3 juillet 2002 pour la toute première fois, accompagnée de la sœur de ce dernier. Les deux artistes sont alors sous le charme l'un de l'autre, mais ne le montrent pas encore. Marie réitère l'expérience du concert quelques semaines plus tard, toujours en compagnie d'Anne. Le charme opère à nouveau, si ce n'est plus. D'autant que sa relation avec Samuel, son mari, s'est un peu effritée entre la préparation du long-métrage qui l'accapare, leur devoir de parents à la tête d'une famille recomposée et le train-train quotidien. L'actrice a toujours beaucoup d'affection pour lui, mais ça ne va pas vraiment plus loin. De son côté, le leader de Noir Désir est aussi loin d'être libre. Il est non seulement marié, mais s'apprête en plus de ça à être de nouveau père. Mais là aussi, après 10 ans de vie commune, la relation n'est plus aussi vibrante et passionnante qu'à ses débuts. Au final, la rencontre entre Marie et Bertrand précipite la rupture des deux côtés. Sauf que la rockstar n'a pas l'intention d'abandonner son épouse avant la naissance de leur fille Alice. Alors quand Marie l'invite officiellement à venir chez elle dans le sud de la France, le chanteur se confie à sa femme en toute franchise, rattrapé par la culpabilité. Il s'en veut d'infliger ça à sa compagne enceinte, mais la passion est plus forte. Christina accepte donc l'inévitable. Elle va même plus loin encore en incitant fortement son mari à la quitter après la naissance de la petite. C'est à peu près ce qui se produit. À ce détail près que le chanteur, après avoir assisté à l'accouchement de Christina, se sent soudain perdu, déprimé et profondément malheureux. Il finit par accepter de quitter la maison et de se vouer entièrement à sa belle actrice. Du côté de Marie Trintignant, c'est à peu près le même son de cloche. Mais là, c'est elle qui demande gentiment à son conjoint de plier bagages et de quitter leur cocon. Voilà un coup dur pour Samuel Benchetrit, mais il finit par se plier à la volonté de celle qui est encore sa femme. Seulement, il sera difficile pour ces deux-là de couper complètement les ponts. Car en plus de l'affection qui les lie toujours, et du fait que les garçons de Marie le considèrent comme leur père et leur mentor, les deux artistes sont engagés dans le projet du long-métrage Janis et John. Ils devront donc travailler ensemble et continuer à communiquer régulièrement, au moins jusqu'à ce que le tournage soit bouclé. Une relation qui déplaît fortement à Bertrand Cantat. La passion fusionnelle. Malgré cette menace qui plane sur leur bonheur, le nouveau couple formé par le chanteur et la comédienne semble frôler la perfection. Au cours des premiers mois, ils s'aiment comme des adolescentes, un terme qui reviendra d'ailleurs très régulièrement lors des auditions de l'entourage mené par la police. Bertrand et Marie ne se quittent pas d'une semelle, et s'ils doivent être séparés pour des raisons professionnelles, ils se bombardent de SMS amoureux. La jeune femme est même officiellement présentée aux membres du groupe Noir Désir. Le rocker a enfin trouvé sa véritable âme sœur, la femme de sa vie. Oui, mais l'idéal connaît ses premières difficultés lorsque Bertrand Cantat emménage chez l'actrice au mois de janvier 2003. En fait, il commence à trouver le comportement de Samuel Benchetrit, l'ex de Marie Trintignant, déplacé. Ce sentiment est d'ailleurs largement nourri par sa sœur Anne, qui rapporte que Samuel pète les plombs à cause de la séparation. Elle raconte même à sa mère que Marie et Bertrand vivraient un véritable enfer au quotidien
et serait victime de harcèlement de la part du réalisateur. Ce qui est sûr, c'est que cette vie de famille recomposée n'est pas facile en ce début d'année. Et comme si les tensions n'étaient déjà pas assez présentes, le fils aîné de Marie, Roman, n'a pas de bonne relation avec son nouveau beau-père qu'il a du mal à accepter. C'est aussi le cas de Nadine Trintignant, la mère de Marie, qui a elle aussi choisi son camp, Samuel Benchetrit. Le couple s'enferme alors dans une bulle où personne n'est autorisé à entrer. Bertrand veut Marie pour lui tout seul, jaloux de tout ce qui la touche de près ou de loin. Et elle aime plus que tout être le centre de son univers. Cette relation ultra-fusionnelle commence à inquiéter ses proches, qui constatent des changements plutôt négatifs, comme si leur passion les dévorait, malgré eux. Le père de Marie trouve qu'elle a perdu sa joie et son humour. À présent, elle fait bande à part. La chanteuse Lo, qui est une amie de la comédienne, rend un témoignage nettement plus glaçant. Marie était une femme sous influence. Bertrand flippait sur son passé. Il était très jaloux. Elle me l'avait dit textuellement. Elle envoyait des textos toute la journée pour le rassurer. Mais la mère de Bertrand Cantat a aussi son mot à dire. Pour elle, la comédienne est instable en amour. Elle en veut pour preuve le nombre d'hommes qu'elle a connus avant de tomber dans les bras de son rocker. Christina, toujours présente dans la vie du père de ses deux enfants, remarque quant à elle que celui-ci a perdu beaucoup de poids et qu'il ne semble pas très en forme. Au mois de février 2003, un parfum d'exclusivité commence à planer dans l'air. Le chanteur de Noir Désir prend de plus en plus de recul avec son groupe pour passer un maximum de temps avec l'élu de son cœur. Mais entre la tournée à terminer, les 6 enfants dont il faut s'occuper de part et d'autre, et cet amour inconditionnel qui occupe toutes ses pensées, il n'a tout simplement plus le temps de souffler. En conséquence, Noir Désir décide d'annuler la tournée prévue en Chine. Cette décision va permettre à Bertrand Cantat de ne plus quitter une seule seconde sa jolie comédienne, notamment lorsqu'elle va devoir se rendre en Lituanie, où doit se dérouler le tournage du téléfilm Colette. C'est là-bas qu'il va commettre l'irréparable. Vilnius, les derniers jours, le 25 mai 2003, le couple Cantat-Trintignant fait son arrivée à Vilnius, la capitale lituanienne. Fatigués, éprouvés par le rythme infernal de leur métier, mais aussi par la pression qu'ils s'imposent dans leur relation, ils apparaissent quand même toujours aussi fous, amoureux et dépendants l'un de l'autre. Durant les premiers jours de tournage, le chanteur de Noir Désir passe la majorité de son temps dans la caravane loge de Marie, tout en essayant de composer un peu. Mais autant dire qu'il s'ennuie à mourir. Tout son temps tourne autour de la comédienne qu'il passe des heures à attendre. Sur le plateau, il se montre très discret. La star du téléfilm, elle, paraît étrangement absente. En plateau 6 jours sur 7, du matin jusqu'au soir, elle oublie souvent de manger, ne s'accorde aucun répit. En fait, elle n'a qu'une hâte, que la journée se termine pour aller s'isoler dans la bulle qu'elle s'est créée avec Bertrand Cantat. Seulement, le repos n'est pas vraiment au rendez-vous entre Marie et lui. Et un mois plus tard, la fatigue se fait largement ressentir des deux côtés. Le premier avertissement. Le 20 juin, les deux amants atteignent un premier point de rupture. Une violente dispute éclate dans la suite du Domina Plaza, où ils logent depuis leur arrivée. L'un des acteurs qui dort dans le logement juste au-dessus est réveillé par des bruits de tables et de chaises qu'on renverse, des claquements de portes et des cris aigus. Le lendemain, Marie s'excuse en prétextant que Bertrand a eu un problème, mais que tout a fini par rentrer dans l'ordre. Ils en resteront là. Mais début juillet, la comédienne fait preuve d'un comportement que certains qualifieront de paranoïaque. En apprenant que son fils Léon ne peut pas la rejoindre en Lituanie à cause de certains avis médicaux, elle se met à crier et à pleurer, persuadée qu'on va lui enlever son enfant. Du côté de Bertrand Cantat, l'épuisement général se traduit par un lumbago très douloureux. En plus de puissants anti-inflammatoires, il se fait aussi prescrire un anxiolytique. La chute s'amorce entre les deux amoureux. À présent, Marie ne supporte plus que son compagnon fasse ne serait-ce qu'une allusion à son ex-femme Christina, tandis que Bertrand ne tolère plus l'attitude de Samuel Benchetrit, qu'il sent toujours trop présent dans la vie de l'actrice. Le couple se replie complètement sur lui-même les 10 jours suivants. Dans une tentative désespérée de satisfaire l'autre, ils se promettent chacun de ne communiquer avec leur ancien conjoint que pour le strict minimum. Mais si le rocker accepte de tirer un trait catégorique sur la mère de ses enfants, Marie, elle, hésite, ce qui va exacerber le pire chez lui. Il veut des réponses claires, et il les veut tout de suite. La nuit du 26 au 27 juillet 2003. Alors, après avoir appelé sèchement Christina pour lui indiquer qu'ils ne communiqueront plus que par SMS au sujet des enfants, il se rend dans la caravane de Marie, dans l'espoir qu'elle lui offrira la même preuve d'amour. Justement,
elle vient de recevoir un nouvel SMS de son ex-mari et le montre aussitôt à Bertrand. « Appelle-moi quand tu peux, rien de grave, juste pour le film. » A priori, rien n'aurait dû déchaîner la colère de Bertrand Cantat dans ce message dénué d'affection. Mais pendant que Marie s'absente brièvement, le doute assaille le chanteur. Il reprend le téléphone en main et découvre que le SMS se termine par « Ma petite Janice ». Ça, c'est comme un coup de poing en plein visage pour le leader de Noir Désir, qui réalise que son amour n'est pas partagé à la même hauteur par la femme de sa vie. Ce sentiment d'injustice se mélange à la déception profonde qu'il a toujours ressentie dans ses relations passées. La désillusion est brûlante, mais cette fois-ci, elle se cumule à une série d'événements et un contexte éreintant qui vont le mener, d'ici quelques heures, à un vrai massacre. Ce 26 juillet, la tension et l'agacement alourdissent fortement l'atmosphère. Marie n'accepte pas le fait que Bertrand culpabilise d'avoir parlé d'une façon si rude à Christina, et lui est très loin d'avoir digéré le fameux SMS envoyé par le réalisateur. En parlant de digestion, ni l'un ni l'autre n'a avalé quoi que ce soit depuis 8 heures du matin. Par contre, ils enchaînent les verres de vin et de vodka lors de la soirée donnée en l'honneur de l'acteur Lambert Wilson. À ça s'ajoute le cannabis, ainsi que, dans le cas du chanteur, l'effet des anxiolytiques et des anti-inflammatoires pris le matin même. Passablement énervé, il contacte Samuel Benchetrit pour lui dire ses 4 vérités, puis raccroche. Après quoi, Marie et lui vont terminer la soirée chez un jeune assistant de tournage avant d'aller se coucher. Et quand je dis « terminer la soirée », ça veut dire qu'il s'envoie encore 3 bouteilles de vodka. À cette heure-ci, le chanteur de Noir Désir est déjà dans un état second et s'en prend une première fois physiquement à Marie Trintignant. Alors qu'elle est assise dans un fauteuil, elle aussi alcoolisée, il la saisit fortement par le bras pour l'obliger à se lever. La comédienne se débat, trébuche et heurte le mur sans un mot. Mais c'est comme si de rien n'était que tous 3 se remettent à boire. Juste avant de quitter l'appartement, Bertrand s'énerve une nouvelle fois et brise un verre sur un mur. L'assistant l'ignore, mais ce ne sont que les prémices de la violence qui va se déchaîner sur la comédienne d'ici quelques minutes. Et ça va être brutal. Conscient de l'état de ses convives, il prend tout de même le soin de les raccompagner à pied jusqu'au Domina Plaza, situé à un petit quart d'heure de marche. Il est quasiment minuit lorsque la porte du logement de Marie et Bertrand se referme. La comédienne n'en ressortira qu'au petit matin, dans un profond coma. Le massacre. Le rocker est toujours obsédé par la formule affectueuse qu'a employée Samuel Benchetrit. Il veut que la jeune femme admette qu'elle n'a pas été loyale avec lui, mais elle se mure dans un silence obstiné, préférant se démaquiller sans rien dire, tandis qu'il insiste encore et encore. Tout à coup, elle se met à lui hurler qu'il n'a qu'à rentrer chez sa femme. Les insultes fusent, les cris font trembler les murs. Le ton monte dangereusement dans une ambiance où la chaleur et l'alcool se mêlent jusqu'à étouffer. La dispute bascule alors en une violente empoignade. Bertrand tente de maîtriser la jeune femme, tandis qu'elle se débat de toutes ses forces pour se dégager de son emprise. Dans la lutte, le rocker se fait taillader la lèvre et, en esquivant, heurte douloureusement la porte de la salle de bain au niveau du dos. Son lumbago se réveille. Sa douleur est vive. À cet instant, il explose. La première claque atteint Marie à la joue gauche, puis un revers de la main à droite lui écrase l'arcade sourcilière. La star du rock porte de grosses bagues qui ont l'effet d'un poing américain lorsqu'elle s'écrase sur le visage de la comédienne. Une troisième, puis une quatrième gifle l'atteignent à la mâchoire. Soudain, elle s'effondre comme une poupée de chiffon inanimée. Après les cris et les insultes, c'est à nouveau le silence qui flotte lourdement dans la pièce. Constatant que sa compagne est inconsciente, le chanteur la traîne vers le salon et la laisse tomber sur le canapé. Les premiers hématomes commencent à se former autour de ses yeux fermés, mais elle respire. Elle respire même profondément et d'une façon régulière. Incroyable mais vrai, ceci pousse Bertrand Cantat à conclure qu'elle est seulement endormie. D'ailleurs, c'est lui qui livre tout le récit de l'agression. Ce qu'il estime être de simples claques un peu violentes aurait donc assommé la comédienne. En tout cas, il jure que c'est son sentiment sur le moment. Pourtant, Marie a les os du nez complètement broyés, éclatés. Et surtout, son cerveau est en train de se gorger de sang, la faisant lentement glisser dans un coma dont elle ne se réveillera plus jamais. Mais un autre aspect de ce crime est encore bien plus atroce quand on le prend en considération. Alors qu'elle pourrait à ce stade certainement être sauvée en passant sur la table d'opération, Bertrand Cantat va la condamner à une mort certaine en la laissant agoniser toute la nuit. Les heures fatales. Pendant que les heures s'écoulent,
et que l'état de Marie Trintignant continue de s'aggraver, le rocker prend le téléphone portable de la jeune femme et fait ce qu'il y a de plus important à ses yeux à cet instant. Il contacte son rival Samuel Benchetri pour obtenir enfin une explication au sujet du SMS. Il est aux alentours de 2 heures du matin lorsque le réalisateur, surpris, décroche. Bertrand se met à pleurer à chaudes larmes en se plaignant de l'injustice que lui fait subir la femme qu'il aime, elle pour qui il a accepté de se détourner complètement de sa famille. Puis il lui reproche les échanges de SMS, les petites marques d'affection, et finit enfin par avouer que Marie et lui se sont battus, selon ses propres termes. D'ailleurs, il est assez inquiet pour le tournage du lendemain. Samuel Benchetrit, alarmé, demande alors où se trouve Marie. Ce à quoi le chanteur répond qu'elle dort à côté. Elle va très bien. Elle a juste un cocard, elle respire. Alors pourquoi en serait-il autrement? Il recommence alors à sangloter piteusement en répétant que la comédienne va lui en vouloir pour ce qui s'est passé. À l'autre bout du fil, le réalisateur est un peu rassuré. Si c'est seulement un cocard, bon, ça va. C'est une grosse dispute, certes, mais demain tout le monde aura dessoulé. Ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ce n'est évidemment que son propre jugement sur le moment, et je ne suis pas sûr que la police aurait été du même avis. Quoi qu'il en soit, la conversation entre les deux rivaux se poursuit plus calmement. Tant et si bien que Bertrand Cantat finit même par admettre que finalement Samuel est un mec bien. Dommage qu'il ait fallu attendre que Marie Trintignant soit en train de mourir pour qu'il s'en rende compte. Au bout d'1 heure, l'ex de Marie finit par raccrocher. La rockstar décide alors de retourner auprès de la jeune femme inanimée pour vérifier si elle dort toujours aussi bien. Et un peu qu'elle dort. Mais ses hématomes s'agrandissent et ses paupières sont de plus en plus enflées. Il va donc chercher quelques glaçons, un linge propre et rappelle Samuel Benchetrit. Il craint la réaction de Nadine, la mère de Marie, quand elle verra les bleus sur le visage de sa fille. Il a besoin d'aide, de conseils. Des conseils? Samuel va lui en donner. Il dit à Bertrand de contacter Vincent, le petit frère de l'actrice qui est présent sur le tournage en tant que premier assistant réalisateur. L'arrivée de Vincent. Prêt à assumer sa responsabilité, il compose donc le numéro de Vincent à 4 heures du matin et lui annonce qu'il a besoin d'aide car Marie et lui se sont disputés. C'est pas grave, je l'ai juste un peu bousculé. Si je t'appelle, c'est pour le film, parce qu'elle risque de ne pas être raccord pour lundi. Raccord, ça c'est sûr qu'elle ne le sera pas. Mais Bertrand Cantat, qui ne peut accepter l'atrocité des faits qu'il vient de commettre, tente de minimiser son acte au maximum. Vincent Trintignant se présente au Domina Plaza 10 minutes plus tard. Sa sœur est là, allongée sur le dos, une serviette sur le front. Elle respire toujours profondément, signe qu'elle se trouve dans le coma, mais que Bertrand Cantat prend comme une preuve d'un sommeil lourd. Forcément, quelques insultes s'échappent de la bouche de Vincent à la vue du visage tuméfié de sa grande sœur. Mais le chanteur le supplie de le laisser s'expliquer. Et c'est ce qui se passe durant près de 3 heures. 3 longues heures fatidiques, pendant lesquelles ni le compagnon ni le frère de la comédienne n'appelleront les secours. Tous deux tombent d'accord sur le fait qu'il vaut mieux attendre qu'elle se réveille avant de faire quoi que ce soit. À 7 heures du matin, un filet de sang commence à s'échapper des lèvres de Marie. Vincent essaie de la réveiller, mais elle ne bouge pas, même lorsqu'il la secoue un peu plus fermement. La panique l'envahit enfin, avec un sacré train de retard. Il est 7h16, lorsque le frère de l'actrice descend à la réception de l'hôtel pour composer le numéro du service médical d'urgence. Mais pour l'artiste et mère de 41 ans, les dés sont déjà jetés. L'hôpital est la mort. Transportée en urgence absolue à l'hôpital de Vilnius, Marie Trintignant est examinée par les médecins qui ne peuvent que constater la gravité de son état. Elle présente des traces de coups non seulement au visage, mais aussi sur le dos, les cuisses et le côté droit du thorax. D'ailleurs, elle se trouve dans un coma jugé d'office irréversible. Et d'après l'état de ses pupilles, on se dirige tout droit vers un diagnostic désastreux. Un scanner du cerveau pratiqué dans la foulée met en évidence un hématome sous-dural, c'est-à-dire une poche de sang entre le cerveau et son enveloppe de 7 mm qui s'est formée après que plusieurs artères se soient rompues. Autrement dit, le cerveau de la comédienne est en train d'étouffer. Dans ce genre de cas, si le patient n'est pas opéré dans les 4 premières heures, ses chances de survie sont réduites de 90%. Les médecins lituaniens vont tout de même tenter le tout pour le tout grâce à une intervention de la dernière chance. Malheureusement, comme le redoutaient les spécialistes, le miracle ne se produit pas. Marie Trintignant décède 5 jours plus tard, le 1er août 2003, après avoir été rapatriée en France. L'enquête et les révélations. Le chanteur, lui, reste en Lituanie,
où il est entendu dans le cadre de l'enquête. Celle-ci d'ailleurs démarre plutôt mal, parce que même si Bertrand Cantat admet très vite être l'auteur des claques qui ont envoyé sa compagne aux urgences, une femme de ménage du Domina Plaza s'active le jour même pour faire un peu de rangement dans la suite qui a été laissée sans dessus-dessous. Il n'y aura donc pas de scène de crime à proprement parler, ce qui veut dire pas d'indices à relever ni de preuves à exploiter. Dommage, car l'analyse des lieux aurait pu mettre beaucoup de choses en lumière. Mais avant ça, et avant même que les policiers lituaniens ne lui mettent la main dessus, le leader de Noir Désir retourne s'enfermer dans la chambre du Domina Plaza et tente de mettre fin à ses jours en ingérant une forte dose de médicaments. En fait, tout ce qui lui passe sous la main, et ce n'est pas très compliqué pour lui, car la suite est pleine de cachets et de gélules en tout genre, même des comprimés blancs étranges, impossibles à identifier de visu, dans 2 petits sachets en plastique qui ne seront jamais analysés. Le chanteur est retrouvé inanimé au sol par un agent de police local venu lui passer les menottes. Après un court séjour à l'hôpital où il subit une désintoxication médicamenteuse, il est conduit en garde à vue où il raconte pour la première fois l'histoire depuis le début. La version de Bertrand Cantat. Les tensions, la jalousie des 2 côtés, les reproches, le sentiment de déloyauté, puis la dispute fatale. Il parle d'une empoignade au cours de laquelle son dos aurait heurté une porte, réveillant une douleur très vive due à son lumbago. Selon lui, c'est cette douleur qui aurait déclenché la suite des événements, et notamment son accès de colère totalement hors de contrôle. D'ailleurs, il n'est pas le seul à s'être emporté. Marie lui aurait aussi porté quelques coups pour sa défense. Il a justement une plaie au niveau de la lèvre et quelques bleus sur le bras, rien à voir avec les fortes baffes qu'il avoue avoir assenées à la jeune femme. Suite à ça, il est possible qu'elle ait heurté le chambranle de la porte sans qu'il ne le remarque. De même, dans la lutte, elle a tout à fait pu se cogner la tête contre un mur ou un radiateur. Voilà qui, d'après lui, expliquerait l'hématome sous-dural. Il ajoute « J'ai dit que c'était 4 baffes, et non pas des coups de poing ou des coups avec un objet. » L'autopsie. La vérité scientifique. Pourtant, l'autopsie pratiquée 3 jours plus tard à Paris va complètement démentir cette théorie. Les médecins qui procèdent à l'examen externe du corps sont formels. La fracture avec éclatement du nez ne peut pas correspondre à une simple gifle, mais plutôt à un coup très fort porté d'arrière en avant, soit un coup de poing, soit un coup de tête. L'actrice porte aussi des traces de défense sur le dos de la main droite et des lésions de prise au niveau des 2 bras. Pour ce qui est du crâne qui aurait, selon Bertrand Cantat, heurté un objet dur, il n'y a aucune fracture visible, pas non plus de plaie cutanée. Par contre, les médecins remarquent une lésion hémorragique des 2 nerfs optiques, et ce constat n'est pas anodin. C'est toujours le premier point touché lors des décès de nourrissons victimes du syndrome du bébé secoué. Selon le chirurgien qui l'a opéré, Marie Trintignant a subi l'équivalent de la force d'une moto projetée à 200 km/h contre un mur. Un déferlement de violence qui semble bien loin des quelques grosses baffes mentionnées par le leader de Noir Désir. Là, c'est la science qui parle. Et la science dit que Marie Trintignant a été un véritable punching ball dans cette chambre d'hôtel. Le choc en France. La nouvelle du décès de la comédienne et de l'arrestation de la rockstar traverse rapidement les frontières pour se placer en une des informations à la télévision française. Cette tragédie divise et déchaîne les passions entre mouvements féministes et fans du chanteur de la première heure, qui sont dévastés par le choc de cette nouvelle. Et même si c'est la police lituanienne qui est chargée de mener l'enquête, la brigade criminelle du 36, quai des Orfèvres, est aussitôt missionnée pour faire discrètement la lumière sur cette tragédie. Dès que l'équipe de tournage est de retour sur le territoire national, ils sont donc soumis à de nouvelles auditions. Tous évoquent une union fusionnelle, une osmose excessive entre Marie Trintignant et Bertrand Cantat, mais aussi, dans les derniers jours, de fortes tensions. Le SMS de Samuel Benchetrit est l'allumette qui aurait mis le feu aux poudres. En parallèle, on tente quand même de savoir si Bertrand Cantat a déjà eu des antécédents de violence, notamment avec celle qui est toujours sa femme, Christina Radi. Entendue à son tour, elle défend pourtant le père de ses enfants bec et ongles. Jaloux, colérique et entier, il l'est certes, mais violent, jamais, ou alors simplement en parole. D'ailleurs, alors que le rocker est incarcéré dans l'attente de son procès, elle s'organise avec les membres de Noir Désir pour trouver un appartement à Vilnius qui soit toujours occupé, de sorte que le chanteur ne se sente pas totalement coupé des siens et reçoive des visites tous les jours. Elle est, pour ainsi dire, sur tous les fronts pour prendre la défense de celui pour qui elle conserve beaucoup d'affection. Malgré ça, l'expérience de la prison est difficile à vivre pour Bertrand Cantat,
que l'on doit abrutir d'antidépresseurs et de somnifères pour qu'il n'attente pas à sa vie. Pour autant, c'est bien là sa place. Le procès et la condamnation. C'est ce que confirme la justice lituanienne en mars 2004, après un procès éprouvant tant pour le clan Kanta que le clan Trintignant. Le chanteur vedette de Noir Désir est condamné à purger une peine de 8 ans d'emprisonnement. La Cour a retenu une qualification qui n'existe pas en droit français et qui se trouve à mi-chemin entre l'homicide volontaire et involontaire. Pour expliquer cette peine plutôt clémente, le procureur de Vilnius retient que l'accusé n'a aucun antécédent judiciaire et aussi que ses regrets semblaient sincères. Une dernière faveur est accordée au rocker, purger sa peine en France, près de ses amis, de ses enfants et de Christina. Mais surtout, en France, il pourra bénéficier du jeu des remises de peine pour bonne conduite, qui n'existe pas en Lituanie, ce qui peut lui faire espérer une remise en liberté après seulement 4 ans d'emprisonnement. Le voilà donc de retour sur sa terre natale le 28 septembre 2004, date à laquelle il quitte Vilnius sous escorte policière. Comme l'espérait son avocat, il est libéré après avoir passé 4 ans dans le bâtiment des détenus de confiance de la prison du Muret, à Toulouse. Et ce malgré l'opposition féroce de Nadine, la mère de Marie Trintignant. Bertrand Cantat est donc placé en liberté conditionnelle. Évidemment, l'affaire ultra-médiatisée du meurtre de la comédienne aura eu raison de Noir Désir, qui n'y survit pas. En plus, l'opinion populaire est nettement partagée, et certains groupes féministes font entendre leur voix pour que personne n'oublie de quoi le chanteur s'est rendu coupable, bien qu'il ait purgé sa peine. Impossible donc de reprendre sa vie d'avant comme si de rien n'était. En revanche, il reste un père qui compte bien assumer ses responsabilités à l'égard de ses enfants, Milo et Alice. Et pourquoi pas retrouver Christina? Mais il ne pourra pas se permettre le moindre faux pas, car dans ce cas, le juge d'application des peines le renverra en prison en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il lui est également strictement interdit de s'exprimer sur le meurtre de Marie dans les médias. Il est aussi contraint de suivre un traitement psychothérapeutique et de se plier aux convocations judiciaires. Hormis ça, il peut faire ce que bon lui semble. La vie après la prison. Les premiers mois de sa libération conditionnelle se passent essentiellement dans sa maison des Landes, où il reconstruit doucement une relation de couple avec Christina et s'occupe de son fils et de sa fille. Mais l'histoire n'est pas terminée. Car en réalité, ce n'est pas parce qu'elle prenait la défense de son mari que la belle Hongroise ne songeait pas elle aussi à reconstruire sa vie. Ainsi, pendant que Bertrand Cantat était détenu au Muret, elle a entamé une relation avec un horticulteur de la région. Tout se passait pour le mieux, jusqu'à ce que le chanteur retrouve la liberté. D'après un proche de Christina qui a souhaité conserver l'anonymat, la rockstar exerçait un pouvoir d'attraction phénoménal sur la mère de Milo et Alice, et il s'en est servi pour la reconquérir, n'hésitant pas à la harceler pour qu'elle rompe, jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Tout à coup, c'est un peu moins glorieux, sauf que le temps qui passe agit exactement de la même façon que la première fois, car 2 ans plus tard, le couple formé par Bertrand et Christina s'est à nouveau éloigné. La seule chose qui les lie encore, ce sont les enfants dont ils s'occupent ensemble. La rencontre de François. Sauf qu'en 2009, la jeune femme entrevoit un nouvel espoir de bonheur lorsqu'elle fait la rencontre d'un certain François Saadu lors d'un déjeuner professionnel. Le coup de foudre immédiat devient rapidement une histoire passionnée. Honnête et transparente, Christina informe Bertrand de sa nouvelle situation amoureuse. En réponse, l'ex-star de Noir Désir se met à assaillir ce nouveau rival de SMS et de coups de fil, au travers desquels il informe François du fait qu'il ne laissera pas sa belle Hongroise lui échapper une nouvelle fois. Et d'après ce dernier, il n'est pas le seul à subir ce genre de harcèlement. Il comprend qu'en réalité, Christina est complètement terrorisée par Bertrand. Celle qui prenait fait et cause pour le chanteur 6 ans plus tôt lui aurait même parlé de violence physique, de torture psychologique et de chantage affectif. Comment expliquer un tel changement si, comme elle l'a toujours affirmé, son mari ne s'était jamais montré violent auparavant? La réponse à cette question va malheureusement rester un mystère. Le message glaçant. Mais dans la soirée du 3 juillet 2010, elle laisse un long message vocal glaçant à ses parents. Quelque chose de très bien aurait pu m'arriver, mais en l'espace de quelques secondes, Bertrand l'a empêché et l'a transformé en vrai cauchemar. Hier, j'ai failli laisser une dent. Il a attrapé mon téléphone, mes lunettes, et il m'a jeté quelque chose. Mon coude est complètement tuméfié. Un cartilage s'est même cassé. Avec Bertrand, nous avons décidé de revivre ensemble, puisque, n'est-ce pas, il est à nouveau amoureux de moi et qu'il ne peut vivre sans moi. Tout ça, ce serait très bien si on pouvait vivre avec lui, mais c'est impossible. J'ai essayé.
Avec un peu de chance, si j'en ai la force et qu'il n'est pas trop tard, je déménagerai dans un autre pays et je disparaîtrai simplement, car je dois disparaître. À plusieurs reprises déjà, j'ai échappé au pire. Bertrand est fou. Il croit que je suis le grand amour de sa vie et que, mis à part quelques petits dérapages, tout va bien. Dans la rue, bien sûr, tout le monde le considère comme une icône, comme un exemple, comme une star. Mais quand il rentre à la maison, il me fait subir des choses horribles devant nos enfants. Elle termine par ces quelques mots. Voilà, c'est tout. J'espère qu'on pourra s'en sortir. J'espère aussi que vous écouterez ce message. Vous aurez au moins une preuve. Et des preuves, il y en a. Le message est plus qu'inquiétant. Il est même terrifiant. Et s'il était porté à la connaissance du juge d'application des peines, il vaudrait à Bertrand Cantat un renvoi direct derrière les barreaux. Sauf que personne ne va intervenir. Les parents de Christina, évidemment très inquiets lorsqu'ils écoutent leur répondeur, contactent aussitôt leur fille. Ils la revoient même sans Bertrand lors d'un voyage en Hongrie peu après. Mais elle semble aller beaucoup mieux depuis ce petit coup de frayeur. Seulement, n'était-ce vraiment rien de plus? Le drame final. Quelques mois plus tard, Christina Radi est retrouvée pendue dans la maison qu'elle partage avec le chanteur. C'est leur fils de 10 ans qui tombe sur la scène d'horreur. Terrorisé, il court prévenir son père qui, à cette heure-ci, dort encore profondément. Bertrand Cantat détache le corps de sa femme, puis tente de la ranimer avant d'appeler les secours. Malheureusement, il est déjà trop tard pour la maman de Milo et Alice. Le rocker, lui, est dans un tel état d'agitation qu'on lui injecte 2 fortes doses de puissants calmants par une infirmière. La lettre d'adieu est découverte dans la pièce, écrite de la main de Christina. Elle y explique son geste en demandant longuement pardon à ses enfants et en mentionnant un contentieux financier professionnel. Rien de plus. Le médecin légiste constate bien la présence de quelques lésions sur la dépouille, mais il les attribue au moment où le chanteur a détaché et porté le corps. Finalement, les circonstances de la mort sont confirmées. La jeune femme s'est elle-même ôté la vie. L'enquête est donc classée sans suite, malgré le long et effroyable message qu'elle avait laissé à ses parents seulement 6 mois plus tôt. Pourtant, à cette même époque, Christina Radi a bel et bien été prise en charge au service d'urgence d'un centre hospitalier après une très violente altercation avec Bertrand Cantat. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Dans son dossier médical, le médecin qui l'examine note cette fois-ci qu'elle porte de nombreux hématomes et qu'elle a aussi subi un décollement du cuir chevelu. Ce soir-là, terrifiée et en pleurs, elle refuse pourtant catégoriquement de porter plainte dans le but de préserver ses enfants. Car ce qu'elle craint par-dessus tout, c'est que son fils et sa fille deviennent des victimes collatérales dans cette histoire. Elle affirme elle-même que son compagnon serait tout à fait capable de se suicider si elle prenait la décision de le quitter, ce qui priverait à tout jamais Milo et Alice de leur père. Grâce à cette omerta aux yeux de la justice, la vedette du rock français ne porte donc pas la moindre responsabilité dans ce drame. En tout cas, à cette époque. Netflix est la réouverture de l'enquête, car l'apparition du documentaire Netflix, de rockstar à tueur le cas Cantat, vient tout juste de changer la donne. Diffusée en 2024, cette mini-série a en effet mis au jour de nouveaux témoignages qui n'apparaissaient pas dans les anciennes procédures, notamment celui d'une intérimaire du centre hospitalier ayant pris en charge Christina et qui a pris la lourde décision de briser le secret médical. Ce documentaire a donc fortement incité les procureurs à rouvrir le dossier pour d'éventuels faits de violence volontaire qui auraient pu précéder la mort de la femme de Bertrand Cantat et même la pousser au pire. Si aucune mise en examen n'a encore été prononcée à ce jour, le chanteur adulé des Français pourrait bien une nouvelle fois se retrouver dans le viseur de la justice pour un deuxième crime. Conclusion. Voici pour cette affaire française un peu différente et qui vient d'être relancée en quelque sorte. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Alors si vous vous reconnaissez même un peu dans cette histoire, il y a le 3919, un numéro gratuit en France pour vous venir en aide. Moi je vous laisse là. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Netflix en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas le podcast Spotify avec le lien en description. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Bye.